Oui, donc effectivement, camarades, il y a beaucoup de choses ici sur lesquelles on pourrait se répondre. Vous savez bien que c'est un peu délicat, nous ne sommes pas dans un colloque universitaire. Ce que je veux dire ici, c'est que nous devons en tout cas éviter d'opposer deux choses qui sont d'un côté ce que j'appellerais le mouvement spontané des masses, exemple typique les Gilets jaunes, et de l'autre la nécessité de reconstruire un parti d'avant-garde. Nous avons des gens qui nous expliquent d'un côté que aujourd'hui la spontanéité c'est tout et que par conséquent tout va passer par là. Et regardez quand même les choses ne sont pas si simples. Regardez ce qui arrive à la France insoumise qui n'a pas voulu se constituer en véritable parti avec des instances de délibération démocratiquement constituées et les difficultés internes qu'elle éprouve aujourd'hui. Ça c'est une première chose. Je vais me mettre derrière, peut-être qu'il y aura moins d'impédance. D'autre part, effectivement, ça va mieux comme ça? Voilà. D'autre part, je crois qu'effectivement, entre la caricature d'un parti qui dicte aux masses ce qu'elle devrait faire, donc le verticalisme dont parlait André Braun, et cette espèce d'horizontalisme flou qu'on nous propose comme le modèle de l'avenir, il y a peut-être quelque chose d'autre qui s'appelle la dialectique du mouvement populaire et du parti d'avant-garde. Cette dialectique, elle avait fonctionné notamment lors de la Révolution d'octobre, lorsqu'il y a eu à la fois le mouvement des soviets, qui était très largement un mouvement spontané des populations ouvrières et paysannes à travers les soviets de soldats, et le parti bolchevique qui a réussi à fédérer ces soviets, à leur donner une direction et à les faire converger vers la lutte antitsariste, pousser jusqu'au bout et jusqu'au socialisme. Donc, nous n'opposons pas ces deux choses. Si on prend le mouvement des Gilets jaunes, et j'ai participé comme j'ai pu au rond-point de DE à proximité de Lens, eh bien c'était fort sympathique. Ça s'est même terminé par une invitation à ces Gilets jaunes à venir débattre à l'université Che Guevara du Pas-de-Calais, donc qu'anime le PRCF, et donc ils sont venus, c'était très sympathique. Oui, mais lorsque la dame qui animait, je me félicite que ce soit souvent des femmes d'ailleurs, qui est dirigée par ce mouvement, lorsqu'elle a pris la parole l'an dernier, elle a dit « Ce qui importe aux élections européennes, c'est que Macron soit second. » Vous devinez ce qu'elle a voté. Bon, je vous fais pas un dessin. La spontanéité des masses toute seule, s'il n'y a pas derrière, de façon structurante, un parti qui apporte des idées, qui apporte une orientation, qui apporte un combat, et ainsi de suite, mais ça peut aller n'importe où, camarades. Donc, dans une situation comme la nôtre, où nous avons un bloc, de côté le bloc en gros macroniste, les eurolibéraux qui veulent liquider la France dans l'empire européen du capital, bien. Et en face, le bloc, je caricature, je vais vite, en gros nationaliste, ultra-réactionnaire, les lepénistes et compagnie, s'il n'émerge pas une force véritablement rouge et tricolore, appelons-la comme ça pour aller vite, une force qui porte à la fois le drapeau rouge de la Commune de Paris et le drapeau tricolore de la Révolution française du CNR, et qui, à partir de là, porte la perspective, effectivement, de reconstituer l'indépendance nationale, non pas pour s'isoler, mais pour coopérer avec tous les pays du monde, avec tous les continents du monde, et pas rester enfermé dans le tête-à-tête avec l'Allemagne et les États-Unis, eh bien, effectivement, notre pays risque d'avoir des lendemains qui déchantent terriblement, terriblement. Nous pouvons aller vers une période de fascisation accélérée. Donc, véritablement, ici, il y a urgence sur tous les terrains. Ce n'est pas seulement les urgentistes qui sont dans l'état d'urgence, c'est nous tous. Hein, pour reconstruire un parti communiste de combat, pour reconstruire un véritable syndicalisme rouge, pour reconstruire aussi un front antifasciste, populaire, patriotique, écologiste, sans oublier bien entendu cette dimension écologiste qui est aujourd'hui centrale pour les marxistes. Et effectivement, de façon générale, nous pouvons ici avoir confiance, pourquoi pas. Nous voyons bien que ces dernières années, les jeunes reviennent vers nous, nous voyons bien que de plus en plus c'est le capitalisme qui est accusé. Je reprends les paroles de Bruno Drewski au départ, c'est eux qui nous donnaient des leçons à une certaine époque. Nous pouvons maintenant leur renvoyer le râteau dans la figure, hein, parce que où il est le bilan de la restauration capitaliste? Aujourd'hui le capitaliste règne sur le monde, où est son bilan? Où est son bilan environnemental? Où est son bilan social? Où est son bilan économique pour un pays comme la France, dont la production est devenue, dans la production industrielle, est devenue carrément dérisoire? Voilà donc la véritable question qui est posée pour nous. Et donc,
cette perspective du socialisme qui, pour nous, passe par la nationalisation des grands groupes financiers, des secteurs clés de l'économie et des banques en particulier, effectivement, elle est toujours posée et je pense qu'effectivement, cette question du Frexit progressiste, nous pouvons la faire avancer. Ce n'est pas vrai, camarades, que le choix soit uniquement entre les macronistes et apparentés, y compris Parti Socialiste et compagnie, qui veulent tout bonnement nous enliser à tout jamais dans l'Europe du capital, et donc finir de dissoudre les conquêtes du CNR et de la Révolution française, et de notre côté, le visage hideux de ce racisme, de cette xénophobie qu'on nous présente comme une alternative, alors que non seulement elle détruirait notre pays, mais qu'en plus de ça, elle ferait périr la France dans la honte, dans l'infamie. Est-ce que vous vous rendez compte au niveau mondial ce que cela signifierait si un pays comme la France, qui a ouvert l'ère des révolutions en 1789, devenait le pays de Marine Le Pen? Vous vous rendez compte de cela? Alors il faut y aller. Et je vous le dis clairement aussi, ici, bon, moi je suis un intellectuel organique, je ne joue pas à l'intellectuel complètement, personne ne le fait d'ailleurs, mais à l'intellectuel coupé des enjeux organisationnels. Les intellectuels marxistes sont des gens qui construisent des organisations, qui sont dans des organisations, et qui sont dans des organisations dans lesquelles effectivement on vote. Une fois que c'est voté, ça s'applique à tout le monde, ça s'appelle le centralisme démocratique, ça paraît peut-être un peu rétro tout ça, mais tout bonnement, s'il n'y a pas ça, les travailleurs ne sont pas maîtres de leur parti, et ensuite, on a des phénomènes comme ceux qu'on a vu tout à l'heure avec un Gorbatchev qui, à la tête d'un parti comme celui qu'on a vu, peut se permettre de liquider, de trahir son serment à l'égard du parti, à l'égard de son peuple, et donc d'amener le monde au point où il est arrivé. Et par ailleurs, je dirais que dans les idées qui ont été exposées tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai participé au livre d'André Prode et que j'ai participé au livre du temps d'Estrise sur les Gilets jaunes, je dis au livre d'André Prode coordonné par André Prode, il n'y a pas d'opposition entre le fait pour nous de défendre le léninisme, ce que j'appelle le nouveau défi léniniste, et le fait de dialoguer de la façon la plus large possible avec tous ces secteurs de la gauche anticapitaliste qui veulent réellement un changement. Unité, action, tout ça, ça converge à partir du moment où le cap est clair, sortir de l'Union européenne dans la gauche, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN et surtout sortir du capitalisme. Bravo.